l'intelligence collective. Je vais parler d'abord un petit peu de Mensa, rassurez-vous, je ne vais pas en parler tout le temps. Mensa organise ce qu'on appelle des Intelligence Day, donc c'est un terme international, donc qu'on n'a pas forcément choisi, moi personnellement que je n'aime pas trop, voilà, qui est là pour fêter l'anniversaire de Mensa, qui est né le 1er octobre 1946. Donc là, on est un peu décalé par rapport au 1er octobre. On va dire qu'on a eu des petits soucis d'intelligence collective. Voilà. Donc voilà, donc on est arrivé en mars. Les intelligences day qu'on a pu faire à partir de 2013 étaient principalement orientées au potentiel intellectuel, essayer d'expliquer à différents domaines, au domaine psy, au domaine éducatif et au domaine pro, ce que peut être le haut potentiel intellectuel et quels sont je ne dirais pas les avantages et les défauts, mais les caractéristiques principales et surtout montrer que nous existons. Voilà. Mais l'association était plutôt interne, un peu secrète, pas forcément très ouverte. Or, cette ouverture vers le monde et montrer que l'on peut faire avec les autres nous semblait fondamental. D'où le thème de l'intelligence collective. D'ailleurs, la première valeur de Mensa, c'est développer l'idée et la connaissance de l'intelligence au service de tous. Donc, qui rentre aussi dans le principe de l'intelligence collective. C'est pour ça que cette Intelligence Day ne sera pas sur le HPI en particulier, mais sera une vision ou une vision de l'intelligence collective par différents axes. C'est ce qu'on a voulu voir, montrer, et une vision philosophique peut être différente d'une vision sociologique, scientifique, etc. Donc, c'est l'objet de cette journée. Concernant l'intelligence collective, on peut déjà un peu rentrer dans le sujet. Qu'est-ce que l'intelligence collective? Ben déjà, qu'est-ce que l'intelligence? Le problème, c'est qu'on ne le sait pas forcément. Voilà. Donc, en très classique, je suis allé voir mon dictionnaire, plutôt un Robert, ou un Littré, et j'ai regardé l'étymologie. Intelligentsia, c'est la capacité de comprendre. Ça vient de intelligere, c'est lire entre, ou choisir. Donc c'est d'une certaine manière lire entre les lignes. Donc ça c'est le sens qui est plutôt orienté effectivement, compréhension du monde, et la capacité à sortir l'ordre du chaos, et à avoir une meilleure compréhension du monde. Il y a un second sens aussi, c'est être en bonne intelligence. Et donc, c'est-à-dire être en relation saine avec les autres. Dans les deux cas, il y a un sens de pluralité. C'est-à-dire que pour comprendre, prendre avec soi, il faut prendre quelque chose qui est extérieur et le faire entrer en nous d'une certaine manière. Et à être en bonne intelligence, il faut être au moins deux. Voilà. Donc la partie plurielle est déjà là. Est-ce qu'il y a une partie collective? Après, c'est à voir. Comment on peut définir l'intelligence collective telle qu'on le conçoit actuellement? C'est travailler ensemble le mieux possible pour faire quelque chose. Mais est-ce que c'est, par exemple, à côté de chez moi, ils sont en train de construire une maison. Ils sont deux à construire cette maison. Ils arrivent très bien tout seuls. Est-ce qu'on vient à 5? Est-ce que ce serait de l'intelligence collective? À mon avis, non, parce que c'est juste exécuter quelque chose, une maîtrise de quelque chose, d'un acte, qu'on soit plus pour le faire, ça raccourcit éventuellement le temps, mais ça n'apporte pas forcément grand-chose. Dans l'intelligence collective, en général, on intègre plutôt le sens de création. Ça veut dire qu'on n'aurait pas pu faire
seules des choses les choses qu'on peut faire collectivement. Voilà. D'où l'idée du 1 plus 1 égale 3. D'où l'importance aussi de la création dans le collectif. Il y a des exemples variés d'intelligence collective dans l'informatique, c'est Wikipédia. Par exemple, Wikipédia, on peut se dire, est-ce que c'est l'intelligence collective ou c'est juste de l'accumulation de savoir? Donc c'est une question qu'on peut se poser. Donc il peut y avoir plein d'exemples. Un autre exemple qui nous entoure là, c'est la vie, tout simplement. La manière dont la nature, sans rentrer dans des biais naturalistes, a pu évoluer et s'est construite. On peut voir de la diversité et de la créativité. Et donc, biologiquement, on peut se poser, pas que biologiquement d'ailleurs, des interrogations là-dessus. Voilà. La question générale qu'on pose en général sur l'intelligence collective, c'est est-ce que c'est un problème d'organisation? Puisque c'est N entités ensemble qui essayent d'interagir entre elles. Est-ce que c'est juste une question d'organisation? On considère qu'il y a plusieurs types d'organisations plus ou moins collectives ou de développement, et on peut s'intéresser par exemple à celles qui sont humaines depuis quelques millions d'années que l'homo, pas forcément sapiens, se développe. À la base, c'était plutôt des chasseurs-cueilleurs, donc petits groupes. Avec tout le monde se connaît, tout le monde connaît les avantages, les qualités des uns et des autres, et vivent comme ça le mieux possible en s'adaptant. On parle d'holoptisme dans ce cas-là, c'est-à-dire que tout le monde voit tout le monde et connaît tout le monde, et de ce point de vue-là, il n'y a pas de souci d'information. Toute l'information, en principe, est partagée. Ce qui n'exclut pas, par contre, des rapports de force. Suite à l'arrivée, à la découverte de l'agriculture, les groupes ont pu grandir, créer des réserves, et est arrivé donc une limite de groupe. On appelle en général ça le nombre de Dunbar. C'est le nombre de personnes avec qui on peut être en interaction, on va dire, à peu près normale. Donc évidemment, sur Facebook, ça ne fonctionne pas, le nombre de Dunbar. Donc c'est à peu près 140, c'est pour ça que les compagnies militaires, c'est limité à peu près à 140 personnes. Et aussi, certains groupes se cassent très facilement au bout d'une certaine limite. Ça dépend de la tension justement intérieure. Désolé, je digresse facilement. Ce que je voulais dire là-dessus, c'est que comme il y a une spécialisation et comme tout le monde ne peut pas tout faire, parce que faire de l'agriculture, de l'élevage et autres, implique une spécialisation qui n'existait pas forcément avant, qui pouvait exister parce que quelqu'un pouvait être meilleur à la chasse, meilleur à la cuisine, etc. Là, c'est vraiment la création de métiers avec des spécialisations. Et qui dit spécialisation dit aussi déjà un début de forme de hiérarchie. Et la hiérarchie veut dire, donc on passe en tribu ou en chefferie, et puis jusqu'à arriver jusqu'à la civilisation. Et là, la hiérarchie, déjà le nom veut dire quelque chose, c'est-à-dire l'ordre divin. Donc divin, certains disent que voilà, déjà ça apporte un poids. Et ce poids-là, a priori, pour certaines théories, ce poids était nécessaire pour garantir la cohésion, puisque des chasseurs-cueilleurs pouvaient préférer vivre de la nature, prendre ce risque-là, aimer de rester libre, que de rentrer dans un mode tribal, civilisationnel. Voilà. Il est arrivé dans l'histoire où il y a eu des reculs, ce qu'on pourrait appeler des reculs technologiques. Ce sont quelquefois juste des choix aussi, des choix de vie. Voilà. Actuellement, en particulier dans les entreprises, on parle beaucoup d'intelligence collective, évidemment, puisqu'on essaye
d'être innovant, d'être productif, c'est dans un sens, dans ce sens-là, et donc on essaye de reprendre souvent ces formes-là d'organisation. Et en particulier la première, qui correspond à quelque chose de plus petit, mais tout en l'intégrant dans une hiérarchie, dans une structure plus rigide, plus bureaucratique. Donc on appelle ça grosso modo un système par grappe. C'est d'une certaine manière apporter une forme de désordre dans l'ordre, mais ça a évidemment ses limites. J'ai quelques exemples. On pense par exemple que le groupe peut apporter à l'individu. Il y a eu quand même des expériences qui ont montré que dans certains cas, le fameux brainstorming par exemple, il y a une étude qui a montré que le brainstorming ça ne fonctionne pas tant que ça. On met 10 personnes d'un côté qui doivent chercher des idées sur quelque chose, et on met 10 personnes ensemble pour trouver à peu près la même chose. Eh bien, quand on fait la somme des idées, il y a plus d'idées du côté des personnes seules. Tout simplement parce qu'il y a un effet de groupe. Être avec les autres, c'est limitant. Et l'effet de groupe reste important. Alors dans le coaching, dans les accompagnements d'entreprise, en général, on essaye de les limiter. Si on fait des icebreakers, des choses de genre, le fait de se connaître un peu plus peut aider. Mais effectivement, si quelqu'un à côté de soi est son chef, on a beau dire à ce niveau-là, non, on fait un jeu d'entreprise et là, pendant une heure ou une journée, on est horizontal, ça n'empêche qu'on se souvient que c'est son chef, que c'est son manager, que ceci, cela, et que sur un brainstorming ou autre, on ne peut pas sortir toutes les créativités, toutes les bêtises, mais les bêtises qui peuvent être créatives, que l'on voudrait. Donc il y a des effets de groupe qui sont particulièrement gênants. Dans l'intelligence collective, on fait souvent la comparaison aussi, un peu comme les oies qui migrent, on dit ensemble on va plus loin. Les oies, quand elles volent en V, ensemble, elles vont moins vite. Elles économisent de l'énergie, certes, mais elles vont moins vite. Une oie seule, en général, va beaucoup plus vite. Et est-ce qu'elle va beaucoup plus loin? Ok, elle dépense moins d'énergie. Mais l'oie seule ou l'oie en groupe, en général, elle va au même endroit. C'est juste une question d'optimisation. Ce n'est pas une question de création. Si elle décidait d'aller ailleurs, ce serait d'une certaine manière de la création. Je pense à Jonathan Livingston, le goéland, ce livre que j'aime beaucoup de Richard Bach. Voilà. Désolé, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est pour mettre en avant, on va dire, les difficultés qu'il y a. Il y a des difficultés aussi dans la catégorisation. C'est-à-dire que les gens se réunissent, se spécialisent, et donc il est légitime que les spécialistes parlent entre eux, se crée une certaine culture de groupe. Et cette culture de groupe, certes, optimise la communication interne du groupe, mais en même temps ferme aux autres. Je me souviens d'un catch, je crois que c'était des Inconnus, où on voyait le garagiste en train de sortir sa phrase incompréhensible pour le client, le médecin qui ressortait la même chose, etc. etc. Tous ces langages-là sont utiles en interne, mais ils ne sont pas utiles en externe. Et donc, le fait de cette spécialisation et cette culturisation d'une certaine manière, je ne sais pas si le terme existe, peut avoir un effet fermant. Et ce qui, effectivement, peut poser problème. D'autres problèmes, c'est, par exemple, Google et son moteur de recherche. Google vous propose des choses qui pourraient vous plaire.
Donc il apprend à vous connaître et vous propose des choses que vous aimez. Donc il vous enferme dans une bulle de ce que vous supposez être. Voilà. Il ne va pas proposer quelque chose qui est opposé. Vous aimez, je ne sais pas, le Miserere d'Allegri, il ne va pas vous proposer du Thunderbird d'ACDC. Or, en plus, la musique classique et le hard, c'est quand même assez proche aussi, mais bon, il va pas vous le proposer. Donc il y a une forme de fermeture. Et le groupe a cet aspect de fermeture dont il faut faire attention. Imaginez une entreprise libérée. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les entreprises libérées. C'est une entreprise qui se veut sans hiérarchie interne, clairement définie. Donc, essayer de donner plus de responsabilité effectivement aux acteurs, parce qu'on considère, et je pense à juste titre, que ce sont les acteurs qui savent le mieux ce qui peut être fait. Ce qui n'exclut pas évidemment le management, parce qu'un regard externe, c'est toujours une bonne chose aussi. Imaginez quelqu'un qui vient pour une entreprise qui commence à se libérer et quelqu'un qui vient là pour accompagner, par exemple, une équipe à se libérer. Si l'équipe ne veut rien faire, si celui qui est là pour accompagner, faire ce changement-là, il est finalement dans un soi libre. C'est une double contrainte. C'est imposer la liberté à l'autre. C'est vouloir le forcer à. Alors que toute sa vie, dans la société, dans l'éducation et autres, dans beaucoup de cas, et en particulier au niveau souvent des RH, c'est plutôt une normalisation. C'est essayer d'être présentable, de répondre à les valeurs et de devenir inclusif et donc de montrer au contraire qu'on ne va pas apporter du désordre. Parce que l'organisation a aussi besoin de se protéger. Et là, tout d'un coup, on dit « sois libre ». Voilà, c'est aussi une des difficultés de la tension qu'il peut y avoir entre l'individu et le groupe. Donc là, je suis en train de casser le groupe, mais c'est pas du tout mon idée. Donc voilà. À l'inverse, on pourrait dire que toute idée a été minoritaire. Donc toute idée vient de l'individu, ne vient pas du groupe. Le groupe peut l'accepter après N filtres, ou pas d'ailleurs, quelquefois ils acceptent ça tout de suite parce que c'est joli. Donc on pourrait considérer que seul est créatif l'individu. Récemment, sur une discussion sur LinkedIn, quelqu'un mettait que Einstein, par exemple, avait trouvé, donc toujours avec cette idée du génie Einstein, c'est pas pour encore une fois taper sur Einstein, mais sur une projection du génie Einstein, avait eu cette intuition de la relativité restreinte puis générale, et mais que d'une certaine manière, que ça venait de rien. Mais non, ça vient du contexte. Einstein, il n'aurait pas trouvé ce qu'il a trouvé, et on ne lui enlève évidemment pas tout son mérite, s'il n'y avait pas eu de nombreuses expériences justement avant qui montraient l'incohérence de la théorie dominante et qui montraient qu'il y avait quelque chose à chercher, à trouver. Einstein n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait s'il n'avait pas eu l'intelligence d'aller compléter ses connaissances en mathématiques en particulier, parce qu'il n'avait pas le niveau et qu'il y avait de nouvelles mathématiques à ce moment-là, et de travailler aussi avec plein de monde. Donc, une idée, même individuelle, vient toujours d'un contexte. Et le contexte reste important, donc le groupe reste important. Je pense que vous connaissez à peu près tous l'expérience de Milgram. Donc c'est, pour les rares qui ne la connaissent pas, on fait croire à quelqu'un qu'il va organiser une expérience, que quelqu'un est sur une chaise électrique et qu'on va faire une expérience de mémorisation et de savoir si la punition permet d'améliorer la mémorisation. Voilà. Évidemment, la personne qui est testée, c'est celui qui appuie sur le bouton et qui donne les punitions.
l'expérience de base montre que, et même qui a été refaite récemment, je crois, en Pologne, montre que à peu près, je crois, que 3/4 des personnes punissent haut, on va dire. Voilà. Et que, parce qu'ils sont sous l'autorité du scientifique, du laborantin qui est à côté et qui gère ça. Donc il y a une forme de déresponsabilisation et ça a été en particulier utilisé lors du procès de Nuremberg. Mais l'idée intéressante, c'est pas que cette expérience sur la déresponsabilisation par rapport à l'autorité, c'est aussi toutes les variantes qui ont été faites à côté. Parce que là, il y avait un cas où, effectivement, il y avait juste un scientifique, l'expérimentateur qui était testé, et celui qui était sur la chaise et qui était un simulateur. C'était peut-être pas forcément très clair, et donc qui est un comédien. Eh bien, si on change de protocole, on donne par exemple plus de distance, c'est pas l'opérateur qui appuie sur le bouton. Ou à un certain moment, les deux personnes discutent et commencent à se disputer. Les deux autorités commencent à se disputer. Ou on éloigne, ou on rapproche la personne qu'on va électriser. On voit que les chiffres varient, ce qui est légitime, mais ce qui met en avant l'importance du contexte, au-delà de l'importance de l'autorité. C'est que le contexte dans lequel on est fondamental. Et donc là aussi est le rôle de l'individu, de créer un contexte favorable aux autres aussi. Si le contexte peut nous être négatif, à nous aussi de créer un contexte positif aux autres. C'est moi ce que j'en ressors. Et c'est là où je pense qu'on peut... on peut s'intéresser finalement, au-delà même de l'organisation, à la relation interpersonnelle entre deux personnes, à la communication, à notre capacité à le faire, et correctement. Nous avons, je pense, moi c'est mon point de vue en tout cas, tous en commun une chose, la réalité qui nous entoure. Et on a beaucoup de choses qui ne sont pas en commun. En particulier, l'interprétation ou la vision qu'on a de cette réalité. Or, si on veut travailler ensemble, il faut créer des liens, des ponts. Il y a le langage, évidemment, mais le langage peut être polysémique, peut poser des problèmes, etc. Se pose effectivement la question de comment on fait ça. Il y avait dans un livre de Les fourmis, je ne sais plus, voilà, où il disait entre ce que moi je dis, ce que je pense dire, etc., et ce que toi tu penses comprendre, comment tu l'interprètes, etc., il y a N phases, il y a N manières de ne pas se comprendre. D'où l'intérêt finalement d'essayer de voir comment on peut travailler ensemble, communiquer ensemble. Souvent la difficulté de communication est que l'on pense communiquer directement sur l'autre, alors qu'on devrait communiquer sur quelque chose qui est entre les gens. Quand on communique sur l'autre ou sur soi, plutôt sur l'autre, on ne parle plus du sujet, on dévie d'une certaine manière, on voit le doigt plus que la lune, et on peut impliquer en plus une forme d'agression à l'autre et une difficulté qui se rajoute à ça. Et pour ça, donc, je voulais dévier aussi sur le côté, évidemment, pour avoir une communication saine, ou la plus constructive possible, et je pense que sur la communication et comment parler du réel, ça sera, je ne sais pas si M. Guigaud en parlera, mais je pense qu'un serment d'axe de la Tronchambier en parlera, comment finalement construire un savoir commun. Et de ce point de vue-là, la méthode scientifique a été plutôt particulièrement efficace. Elle a ses inefficacités, mais particulièrement efficace. Donc dans l'interaction qu'il y a avec les autres, après se pose la question de nous-mêmes. Puisqu'on est en interaction, comment nous sommes suffisamment corrects, forts, finalement, pour créer cette relation qui est une forme de tension entre deux personnes. Et si dans cette tension, nous ne sommes pas capables, parce qu'on n'a pas la force, on n'a pas compris les choses,
on va finalement se casser. C'est se poser la question finalement de, par exemple, on parle d'assertivité, c'est la capacité à dire non ou oui, mais avec clarté, justement en séparant le soi de l'objet, en montrant que c'est juste un acte factuel, non agressif, mais que l'on peut poser. Parce que si l'on ne le pose pas, au contraire, la difficulté pourra venir vers nous. C'était vraiment, l'idée c'était de faire une introduction, hein, vraiment un peu de ma réflexion de ce que j'ai pu voir, parce qu'elle est large, elle est vague, elle est large, et ça implique tout. Là, en plus, je n'ai même pas parlé, on parle d'organisation, j'ai parlé plutôt du professionnel. Et le professionnel a pour objet principalement, finalement, d'être sûr que les informations utiles soient transmises aux bonnes personnes pour que les actions soient faites. Et bien savoir qui fait quoi et que les choses soient faites. On peut parler de l'organisation politique. Comment décider collectivement. Et là, Condorcet y a déjà réfléchi au XVIIIe siècle, et dans sa réponse, c'est entre l'intérêt du groupe et l'intérêt individuel, il n'y a pas de solution parfaite. Donc il y a un chemin à faire dans les deux sens. Voilà. Sur la partie créative, je ne sais pas si j'ai beaucoup abordé ça, mais moi ce qui m'intéressait dans la créativité, c'est la créativité humaine, et de la vie surtout, de la vie en tout. Ce qui pose problème, c'est surtout la complexité. Quand on regarde les sciences, ce que la science nous dit finalement de l'univers actuellement, c'est on a différentes strates de sciences finalement. On a la science des particules, ensuite on a la science, on peut être nucléaire, ensuite on peut avoir la science, on arrive aux atomes, aux molécules, on bascule, donc il y a tout ce qui est évidemment électromagnétisme, on bascule vers la chimie, après on bascule vers la biologie, après on bascule vers la sociologie, l'anthropologie, etc. Ce qui est intéressant dans cette composition du 1 plus 1 égale 3, parce qu'à chaque fois il y a une agglomération et une construction d'une entité, on va dire, composite supérieure sans mettre de supériorité dedans. Une molécule, c'est un ensemble d'atomes, comme dans la biologie d'une cellule, c'est un ensemble de molécules ou l'interaction de molécules. C'est dans ce sens-là que je veux dire. Eh bien, on voit que les règles de la physique ne sont valables qu'au niveau des strates. Qu'à chaque fois qu'il y a une combinaison, il y a une création d'une nouvelle physique et qui n'est pas prédictible finalement par la science aussi, c'est ce qui est assez amusant. Même s'il peut y avoir des similarités. Ça, c'est le complexe. Quand on sait que beaucoup de choses sont déterministes, que tout est déterministe, de mémoire, le quantique est déterministe et l'ensemble de toutes les sciences que l'on connaît est déterministe, et qu'on voit les niveaux de complexité qui s'accumulent et qu'on se dit, par exemple, la rencontre de deux atomes, c'est complètement déterministe, mais que moi, quand je réfléchis, j'ai un libre arbitre. Il faut savoir où se crée ce libre arbitre, c'est une question que je trouve intéressante. Je reviens sur la complexité. La complexité, c'est comment interagissent des éléments. La complexité arrive très vite. Par exemple, dans la gravité, on met trois corps en gravitation. On rentre dans la théorie du chaos. Ce n'est pas prédictible de manière parfaite. Voilà. Ça reste déterministe, mais il y a les erreurs, les taux d'erreur qui se multiplient avec le temps, de telle sorte qu'on ne peut pas prédire de manière profonde. Donc ça, c'est qu'une seule chose. Il y a beaucoup de choses aussi, par exemple, j'ai un verre d'eau. Merci à ma chère assistante. C'était à la base pour que je boive, je crois.
ce verre d'eau là, sur la table, on pourrait dire qu'il est stable. Voilà, il est stable physiquement, chimiquement, etc. Or, chimiquement, il n'est pas stable, il est métastable, c'est-à-dire qu'il varie, les H2O et H3O+, et OH- sont en équilibre et en réaction permanente. Donc ce n'est pas stable. De la même manière, on peut considérer qu'il y a une évaporation, puisqu'il y a sur l'interface, il peut y avoir des mouvements et des molécules d'eau par contre, peuvent s'évaporer. Là, elle est stable, c'est sur la table, mais si je donne un grand coup, évidemment, elle sera moins stable. Je parle de ça, de stabilité des éléments stables. En général, un élément stable, c'est quelque chose qui est mort. Un élément métastable, c'est plutôt quelque chose justement qui interagit beaucoup avec les autres, mais qui reste un peu au fond d'un bol, au niveau du paramètre, mais qui peut bouger, mais qui restera toujours dans ce bol-là. Et la vie est plutôt là. Et après, il y a les éléments aussi divergents. Là, récemment, on a vu que, je crois qu'il y a un trou noir qui vient d'être... On a la preuve qu'un trou noir a été expulsé d'une galaxie. Le côté expulsion, c'est qu'elle ne va pas revenir vers la galaxie. Et donc, c'est quelque chose qui va partir vers l'infini. C'est quelque chose d'instable. La vie, c'est une combinaison d'arcs réflexes, de choses de stabilisation. Je pense que vous avez déjà vu les courbes, par exemple, entre un prédateur et un prédaté, je ne sais pas comment on dit, où on voit que le prédateur, quand il y a du monde à manger, il le mange, donc sa population augmente. Mais ça fait diminuer l'autre population, donc il a faim, donc il se reproduit moins, etc. Et donc c'est un mouvement comme ça. Il y a bien un mouvement, mais c'est un mouvement métastable. Pourquoi je parle de tout ça? Ça peut être une grosse digression. C'est pour parler justement de la créativité. La créativité ou l'innovation, le changement, voilà, c'est un changement. C'est quelque chose qui se veut une rupture par rapport à quelque chose de stable. On est dans un bol qui peut être à n paramètres, voilà. Et à un moment, on veut changer. On veut ou on peut, voilà. Et pour ce changement-là, il faut un minimum d'énergie, une impulsion, et quelque chose qui nous fasse passer d'un état métastable à un autre. Parce que si on va sur un côté divergent, c'est foutu, on est mort. Voilà. Et pour passer de l'un à l'autre, il faut passer par le chaos. Il faut passer par le désordre. Il y a un saut à faire. Et en général, c'est l'impulsion du chaos, d'une impulsion forte externe, qui permet de faire passer d'un état à un autre. Il y a aussi des transformations continues, aussi, ça existe évidemment par optimisation. Il y a deux théories pour l'évolution, il y a deux théories qui s'affrontent un peu entre Gould et du darwinisme, on va dire, plus classique. Voilà. L'ordre et le chaos, je pense que c'est quelque chose qui est effectivement assez important de voir ça en particulier pour les entreprises, mais l'ordre et le chaos aussi, c'est valable pour nous. Quand je parlais d'état stable, notre santé, c'est la stabilité de l'acidité de notre sang, notre quantité d'eau. Si je bois trop d'eau, je meurs. Si j'en bois pas assez, je meurs aussi, etc. Donc, il y a le gros mot qu'on dit en général, c'est l'homéostasie. C'est la capacité finalement à rester dans un état stable, métastable, le mieux possible. Et donc, toute agression extérieure, on répond pour rester dans cet état, autrement on meurt. On meurt ou on change. Les organisations, comme nous-mêmes aussi, parce que quand on parle de santé, c'est pas que la santé physique, c'est aussi la santé mentale, c'est s'autoriser à aller d'un état métastable, qui peut être confortable, et sortir de sa zone de confort, comme on dit souvent, c'est accepter le chaos dans sa vie. Et on ne peut changer, et dans les organisations aussi, qu'en acceptant le chaos.
Or, l'une des difficultés, par exemple, des entreprises, c'est justement de pouvoir accepter le chaos, alors qu'il y a aussi, une entreprise, mais aussi c'est pour l'être vivant ou toute personne, il y a un sentiment d'une volonté d'autodéfense, or ce chaos est déstabilisant. Il faut accepter la déstabilisation pour pouvoir aller ailleurs. Mais l'idée, c'était vraiment de mettre en avant toute la difficulté du vivre ensemble ou de l'intelligence collective, avec le côté communication, l'importance de la communication, l'importance d'être fort, d'être pleinement soi aussi. Alors pour dévier, pour faire une citation qui est religieuse, mais il faut en prendre plutôt sa valeur, c'est être celle de la terre ou lumière du monde. C'est que puis-je apporter à l'autre si je ne suis pas moi-même. Voilà. Et donc la communication, l'être, et il y a aussi évidemment, c'est bien d'agir, mais bien agir. Donc le penser correctement, et on verra, je pense cet après-midi, toutes les difficultés que l'on peut avoir sur notre cerveau qui nous joue bien des tours et qui, voilà, il y a beaucoup de biais là-dessus. Donc, pour revenir sur intelligence, on va dire c'est comprendre. Donc, prendre avec, pour prendre avec le monde extérieur, donc pour apprendre, parce que apprendre c'est prendre avec, c'est le prendre en soi. Il faut accepter de pouvoir être changé par ce qu'on va prendre. Et donc avoir un minimum d'estime de soi et de travailler aussi sur notre être. Voilà. On va s'arrêter là. Bonjour. Par rapport à tout à l'heure, vous parlez des systèmes et du fait de l'idée bien d'un système ou d'un contexte. Est-ce que l'exclusion d'un système ou d'un individu peut aboutir à la création de nouvelles idées qui n'existent pas dans le système ou dans le contexte qu'il a retrouvé? Donc si on l'enlève d'un contexte et on le remet dans un autre contexte, il restera dans un contexte. Mais le contexte reste important. Il y a une expérience et il y a des ateliers en bas, on parle des chapeaux de Bono. C'est-à-dire que dans un contexte où on doit résoudre quelque chose, on va voir que les personnes, selon le contexte, va choisir une posture. Soit celui qui propose, soit celui qui critique, soit celui qui anime, celui qui met de l'énergie, de la bonne humeur, etc. En mode créatif, une manière assez créative justement, c'est d'inverser ça, de faire sortir ou d'imposer des chapeaux ou des rôles aux personnes. Ça leur permet de sortir d'eux-mêmes, de prendre une posture qu'ils n'ont pas l'habitude de prendre, et les autres évidemment inversent, et ça peut être dans certains cas créatif. Mais le contexte reste important. Là, c'était plutôt, est-ce qu'une idée peut émerger à un endroit, ne pourrait pas émerger à un certain endroit et émergera plus facilement à un autre? Moi, je pense que oui. J'ai vu votre mouvement, mais comme j'ai pas la réponse, donc voilà, je ne peux pas l'interpréter. Il y a une expérience qui est intéressante là-dessus, c'est l'expérience des SIRA. Alors je ne sais plus qui les avait fait, où on met SIRA pas dans un labyrinthe, mais dans une structure où il y a une zone un peu nid, il y a une rivière qu'il faut traverser pour aller chercher de la nourriture qui est un peu loin. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une structure qui se créait quasiment systématiquement. Il y avait deux rats dominants, un autonome qui arrivait à vivre tranquille, plus ou moins tranquille, et 3 qui étaient dominés. C'est-à-dire que les dominés allaient chercher la nourriture pour les dominants. Ils avaient droit à quand même grignoter un petit peu, mais c'est eux qui faisaient le boulot. Les dominés, ils donnaient des baffes de temps en temps, mais voilà, ils étaient... Donc il y a une structure qui s'est créée. Et ceux qui ont
fait cette expérience se sont dit, ben, si on prend après que des dominants, que des autonomes ou que des dominés et qu'on les met, on refait l'expérience. Et bien on s'aperçoit que le schéma se reconstruit. Donc le contexte, à mon avis, reste effectivement très, très, très important. Et c'est aussi comment on voit les autres. C'est non seulement ce que sont les autres, mais ce que l'on les voit et comment on se positionne par rapport aux autres. L'assertivité. Et ce n'est pas forcément effectivement facile tout le temps, surtout dans le monde professionnel.